La faune et la flore jouent des rôles assez essentiels et indispensables à l'équilibre naturel. Aujourd'hui, il est question de comprendre quelles sont les pressions sur la faune. Eh bien, parmi ces pressions, on parle surtout de criminalité, le fait de tuer des animaux, le fait de mettre la pression sur des espèces qui sont en voie de disparition. Au Bénin, beaucoup d'efforts ont été réalisés, ont été faits dernièrement, mais en 2018, qu'est-ce qui a été fait concrètement en matière de lutte contre la criminalité faunique? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est le thème du décryptage de ce vendredi, ce matin. Les derniers pour en parler, deux invités. À ma gauche, Benjamin Dagbeto, il est juriste environnementaliste. Benjamin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et puis en face de vous, Patrice Soglo, journaliste environnementaliste également. Bonjour, oui. Patrice. Bonjour, Conrad. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons commencer par le juriste. Aujourd'hui au Bénin, quel est l'état des lieux qu'on peut faire en matière de lutte contre la criminalité faunique? Merci, monsieur le journaliste. Comme état des lieux, il faut remarquer que au niveau des juridictions, la lutte continue. Les juges ont compris que c'est des espèces en matière de lutte contre la criminalité faunique. Je veux parler de la faune. Les espèces fauniques sont des espèces que nous devons protéger et progressivement, ils se mettent dans la danse pour protéger ces espèces en prononçant des sanctions vraiment dissuasives à l'encontre des présumés, à l'encontre des trafiquants qui continuent de massacrer ces espèces et de les commercialiser au plan international. C'est vrai que je ne voudrais pas forcément revenir sur des clarifications des thématiques ou des thèmes criminalité faunique. Patrice Soglo. Nos téléspectateurs sont certainement habitués. Donc, pour besoin de leur permettre de mieux saisir ce que nous allons développer ici, il faut quand même commencer par leur dire que la criminalité faunique est tout acte illégal, tout crime commis sur les animaux sauvages, intégralement et spatialement protégés dans les aires de faune, dans nos parcs et autres réserves protégées. Donc, comprenez qu'il y a des villes individus, en griffes, qui entrent dans les parcs et qui vont abattre ces animaux-là dans le souci de vendre leurs trophées. Donc, l'acte qu'ils posent sur ces animaux, sans autorisation, c'est ça qu'on qualifie de criminalité faunique. On parle souvent des éléphants abattus juste pour l'ivoire. Oui, l'éléphant est abattu pour son ivoire et l'éléphant est une espèce intégralement protégée par notre loi ici au Bénin. Il y a d'autres réglementations au niveau international qui protègent cette même espèce-là. C'est vrai qu'avec Benjamin, tout à l'heure, on a eu une idée sur ce qui est l'état actuel au niveau des juristes qui ont compris davantage bien fondé. Oui, nous notons de plus en plus une prise de conscience, j'allais dire, au niveau des acteurs de la justice, parce que ces acteurs-là sont au niveau du maillon qui lutte efficacement contre la criminalité faunique. En fait, ce sont eux qui donnent les décisions. Et si la décision n'est pas dissuasive, c'est comme si rien n'est fait. Mais si cette décision-là vraiment est une sanction sévère, ça permet aux gens de prendre conscience, de comprendre que ce n'est pas parce que l'animal est sauvage qu'il faut être sauvage avec lui. De comprendre que bien que l'animal soit sauvage, il est protégé, il y a des lois qui protègent ces animaux-là. Mais quand on parle du terrain même, ces animaux, vous avez parlé tout à l'heure des espèces protégées, intégralement, partiellement. Aujourd'hui, avec tous les efforts, peut-être, on va y revenir. Quel est l'état de lieu à ce niveau? Quel est le constat à ce niveau aujourd'hui au Bénin? Le constat est que le message passe. Il y a plusieurs années que nous menons cette lutte-là. Le message passe. Les gens ont compris qu'il ne peut pas se lever du jour au lendemain. Prendre les armes, coco, machette et consorts, et entrer dans les parcs pour tuer ces animaux-là. Donc, ils savent qu'il y a une loi au Bénin qui les protège. Ils savent qu'il y a des activistes sur le terrain qui, au jour le jour, à chaque instant, militent pour que ces animaux-là soient protégés où qu'ils soient. Ils savent qu'on ne peut pas se lever aujourd'hui, prendre les voix de l'éléphant, aller dans un marché, l'exposer pour dire « venez voir ». C'est impossible. On va t'interpeller par rapport à ça. Ils savent aujourd'hui que nos frontières, que ce soit l'aéroport et le port, nos frontières terrestres sont protégées, sont mieux gardées par les forces de sécurité publique avec l'appui, les consignes fermes du gouvernement pour que ces endroits soient protégés.
le Bénin, je peux dire que l'état des lieux permet de savoir que le Bénin joue rigoureusement sa partition pour la protection de ces animaux. Donc on peut parler de véritable avancée en la matière. Il y a de véritables avancées, mais comme quelqu'un, un SCDG l'a dit, c'est difficile d'avoir zéro braconnage. C'est difficile, mais on peut l'avoir si on peut tendre vers zéro. Vous savez, l'animal est à cheval sur plusieurs pays. Quand je prends nos parcs, l'animal migre pour les animaux. C'est nous qui comprenons que si je vais quitter le Bénin pour le Togo, il faut que j'ai ma carte de quitter à jour, il faut que j'ai ma carte de vaccination à jour. Pour l'animal, le parc est à cheval sur plusieurs pays. Voilà. Mais je dis, si le Bénin fait des efforts comme ça, et que les pays limitrophes ne s'inscrivent pas dans cette même logique-là, il y a un problème qui se pose. Donc, vous voyez, donc ça devrait être une action régionale. Tant que ce n'est pas régional, c'est comme si à un niveau donné, il y a de laisser aller. Donc, il faudrait que nous travaillions aussi à ça, et pour que nos autorités, que ce soit du Bénin et des pays limitrophes, comprennent qu'ils doivent cumuler leurs efforts pour que la lutte soit efficace. Benjamin Ndabeto, qu'est-ce qui a été fait concrètement en 2018 au niveau de la justice, selon vous, pour mener cette lutte-là? Oui, il faut remarquer, comme je le disais tantôt, que la justice a pris à bras le corps cette lutte. Il y a plusieurs trafiquants qui ont été arrêtés, mis à disposition de la justice. Et je peux dire qu'au cours de l'année 2018, il y a une trentaine de trafiquants qui ont été arrêtés par les forces de l'ordre, mis à disposition de la justice. Et la plupart de ces trafiquants ont été condamnés certains à des peines d'emprisonnement ferme et d'autres à des peines assorties de sursis. C'est, comme on le disait, c'est une avancée notable parce que dans les années passées, dès qu'un trafiquant ou un braconnier est arrêté, automatiquement, c'est soit l'agent des eaux et forêts, soit le policier qui l'a arrêté qui commence par négocier et dans les minutes qui suivent, cette personne est libérée, elle est relâchée sans répondre de ses actes devant les juridictions. Soit par transaction, soit par des manières, ils ont des manières pour le faire. Mais ils ont compris maintenant qu'on ne peut plus continuer dans cette lancée. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils ont mis toutes les... Ils sont rentrés dans la danse, j'allais dire, ils ont commencé par sanctionner et il n'y a plus de transactions lorsqu'il s'agit par exemple des espèces intégralement protégées, lorsqu'il s'agit de l'ivoire et autres des espèces qui sont en voie d'extinction. Ils savent, nos forces de l'ordre, que ce soit la police, la gendarmerie et les agents assermentés des eaux et forêts, ils savent désormais qu'il n'y a pas la transaction. L'affaire doit être présentée au procureur de la République. Et au niveau du procureur de la République, du procureur de la République aussi, on a remarqué que les magistrats du parquet sont de plus en plus sensibles à la protection de ces espèces qui sont menacées aujourd'hui d'extinction. Ils n'hésitent plus à placer les personnes en détention, quitte à ce que le juge statue sur leur culpabilité ou non. Et c'est une avancée vraiment notable que nous devons porter, qui doit être mis à l'actif des autorités judiciaires, j'allais dire. Mais quand on va parler un peu des sanctions ou des punitions, si on le dit ainsi, lorsque quelqu'un est reconnu coupable d'un crime sur une espèce donnée, est-ce qu'on peut avoir une idée des sanctions? Oui, en la matière, nous avons la loi 2002-16 du 18 octobre 2004 portant au régime de la faune en République du Bénin, dont la peine maximale prévue est de 5 ans. Elle peut être doublée ou triplée selon les circonstances. Et nous avons connu des cas où des trafiquants ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme. Nous avons connu ça l'année dernière. Il y a aussi des cas où certains sont condamnés à 3 ans, 3 mois. Tout le monde ne peut pas être condamné à la même peine. Ça dépend de la gravité de l'acte, du degré de l'infraction que la personne a commise. Voilà de façon ramassée ce que je peux dire par rapport à peines qui sont appliquées en la matière. Patrice Oglo, vous êtes journaliste, activiste, militant pour l'environnement. Votre regard d'homme des médias, aujourd'hui, comment vous appréciez ces efforts au niveau de la justice, au niveau des ONG également, qui sont en contact direct avec les populations, et puis au niveau des canaux de l'État? Oui, parlant de la justice, je voudrais dire sincèrement que parfois je suis déçu. Ça, c'est mon analyse personnelle. Parfois, je suis déçu quand j'entends parfois que quelqu'un est rentré dans un parc
du Bénin ou de la sous-région et a tué un éléphant, des éléphants, dans la logique d'aller vendre les trophées. Quand les forces de sécurité mettent la main sur lui et envoient la justice, je suis dessus parfois quand j'entends qu'il est condamné à sortir de sursis. Ça voudra dire que, est-ce que ce trafiquant, est-ce que cette personne-là comprend réellement la portée de ce qu'il a fait? Parce que si le monsieur a été pris en flagrant délit, je pense que c'est la preuve palpable qu'on l'a pris la main dans le sac. Mais quand on le condamne avec celui-ci, ça voudra dire qu'il est en liberté. Parce que souvent c'est des réseaux. Lui, il est condamné. Mais qu'est-ce qu'il fait dans l'ombre pour aider son réseau à toujours fonctionner? C'est là la vraie question. Normalement, moi je ne suis pas que de justice et on me dit parfois que le juge prend la décision suivant son intime conviction. C'est ce que les juristes m'ont toujours dit. Mais la loi prévoit quand même de 3 mois au moins à 5 ans. Il a dit tout à l'heure, ça peut être doublé ou triplé selon les circonstances. Il faut condamner cet individu-là pour l'amener à comprendre que lui-même, de sa position, doit œuvrer pour la protection de cet animal. Si on continue de tuer comme ça, heureusement que le gouvernement a compris et a confié le parc Pendiari à African Park, qui c'est pas de la publicité, mais qui fait beaucoup de choses là-bas pour protéger ces animaux-là. Imaginez-vous qu'il n'y avait pas eu cette action de collaboration entre le gouvernement et African Park. Que deviendrait le parc Pendiari, qui aujourd'hui regorge beaucoup d'espèces intégralement protégées par nos lois au niveau national et international. Donc, il faut que... Moi, je voudrais que les acteurs de justice... C'est vrai, la loi prévoit toutes ces dispositions-là. Mais il faut... En fait, c'est nous ici, je comprends que si le type n'est pas puni sévèrement, n'est pas châtié comme cela se doit, il ne prend pas conscience. Je prends l'exemple, vous avez vu quand on a dit port de casque obligatoire dans Cotonou ici. Mais quand il a fallu qu'on commence réellement par sanctionner, que les gens comprennent. Il a fallu la répression pour amener les gens à comprendre que c'est d'abord pour leur propre sécurité. On va aussi comprendre que si cet animal vit dans nos parcs, c'est d'abord pour nos besoins, pour les besoins de développement du tourisme. Et quand le tourisme est développé, il y a peut-être des éléments A, B, C à un niveau donné qui ont du boulot et qui ont des familles à nourrir. En Afrique, quand quelqu'un travaille, vous n'imaginez pas tout le monde derrière qui est en train de nourrir. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle mobile money. On peut envoyer 1000 francs, 500, 2000 francs à quelqu'un. Mais ce type n'a pas de revenus. Il va avoir l'argent au point pour envoyer aux gens. Donc, il doit comprendre que quand on protège un animal à un niveau donné, ça aide forcément quelque part un touriste à se développer, à développer sa curiosité pour voir ce que ça peut lui apporter. Il prend de l'avion, il met de l'argent. Il faut revoir les tests sur la punition, les sanctions prévues. Le Bénin, je crois, à mon avis, je parle sous le contrôle des juristes, le Bénin a les meilleurs tests. Le Bénin a les meilleurs tests. Je voudrais que vous demandez aujourd'hui de nous faire une comparaison. De toute façon, des tests du Bénin et d'autres pays. Il aura également donné sa réaction tout à l'heure parce que vous n'étiez pas tout à fait d'accord quand il faut parfois condamner celui-ci et puis voilà. Non, les condamnations de celui-ci, moi je ne suis pas d'accord. Moi je voudrais même qu'on se pose ça catégoriquement de nos solutions pour que les gens soient punis réellement avec amende et des condamnations faibles. Ils vont comprendre davantage. Je suis entièrement... je comprends Monsieur Patrice Soglo, mais pour mieux apprécier la situation, il faut faire un rétrospectif, il faut faire un feedback, il faut voir où est-ce qu'on a quitté pour être là aujourd'hui. Dans les années 2013-2014, quand on avait commencé cette lutte, lorsque vous arrêtez les forces de l'ordre avec l'appui des projets, bien sûr, qui travaillent sur la problématique, arrête quelqu'un et présente cette personne. Je vous ai dit ça tout à l'heure. C'est déjà au niveau des agents sémantés que ça commence. Soit la personne est libérée, soit elle est présentée au procureur de la République, et c'est le procureur de la République ne maîtrisant pas les infractions ou bien du fait qu'il n'est pas sensible à cette lutte, libère la personne. La personne continue ses sales besognes dans la nature, continue d'abattre les espèces. Et si nous devons comparer les décisions, sinon ces comportements, à ce que nous constatons aujourd'hui, nous ne pourrons que louer, nous ne pourrons que dire qu'il y a une avancée. Mais cela ne veut pas dire
que tout est rose au niveau de la justice. Il y a des peines assorties de suicide dont parlait M. Patrice tout à l'heure. Il est bien vrai qu'il y a certains trafiquants qui sont condamnés à des peines de suicide. Et je prends par exemple le cas d'un Chinois qui a été arrêté avec des écailles de pangolin. 500 et quelques kilogrammes, qui a été malheureusement mis sous convocation. Il ne s'est pas présenté, il a été condamné après. Et il n'a jamais purgé ses peines. Et ça, c'est des cas. Nous avons aussi d'autres cas où les personnes ont été condamnées à des peines de suicide. Pourquoi il n'a pas purgé ça? C'est un gros dossier parce que du moment où la personne est mise sous convocation, il connaît la gravité de l'acte qu'il a commis, il ne va jamais se présenter. Donc c'est ce qui s'est passé. Il n'était pas là, il a été condamné. Il a été condamné, mais jamais on l'a vu, on l'a plus revu. Et puis il est peut-être dans la nature, il a continué par faire son activité. Est-ce que c'est des insuffisances au niveau des tests dans ces cas? Ce n'est pas des insuffisances. Monsieur Patrice, situation, c'est ça justement. Voilà, Monsieur Patrice l'a dit tout à l'heure, comme le Bénin n'a pas un problème de test, du moins en la matière. C'est le comportement, c'est l'application, j'allais dire, face à ces situations. On n'aime pas appliquer les tests comme cela se doit. Vous voyez? Et aussi, il y a la sensibilité au problème, à la protection de ces genres d'espèces. Il y a l'ignorance aussi au niveau de ces magistrats, ceux-là qui sont chargés, qui sont censés d'appliquer cette loi et avec la rigueur qu'il le faut. Il y a des magistrats qui, par exemple, ne maîtrisent pas trop cette loi. Et je vous le dis, les infractions en matière de faune ne sont pas des infractions courantes. Et donc, c'est à l'État de les former, de faire des formations. Et sous d'autres cieux, vous allez voir que les magistrats sont spécialisés en la matière. Au Bénin, nous n'avons pas encore de magistrats spécialisés en la matière. Et tout ça, ça fait que les peines ne sont pas et les sanctions ne sont pas à la hauteur des dommages écologiques qui sont créés. C'est pour ça que M. Patrice est en train de déplorer ces genres de situations. Donc l'application pose problème. Il y a aussi un problème de vulgarisation de ces tests. Les tests sont votés, les lois sont votées, j'allais dire, mais ne sont pas mis à la disposition de ceux-là qui sont chargés de les appliquer. Et il y a aussi le manque de formation, comme je le disais. C'est vrai qu'au Bénin, on pourrait dire quand même qu'avec la justice, il y a beaucoup plus de spécialisation. Aujourd'hui, on a la Cour au niveau du commerce, les tribunaux qui s'occupent des affaires commerce, on a la Criette aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir demain une Cour spéciale pour ces questions liées Oui, en fait, c'est le souhait. Parce que quand on a la Cour spéciale qui se penche sur ces questions, ça veut dire que ceux qui travaillent dans ce secteur-là sont des gens avertis. Ce sont des gens qui, déjà, dans leur acte, n'étant pas forcément dans le cadre de leur service, sont prêts à agir pour que quelque chose change. Et quand vous les mettez à ce niveau, ils comprennent déjà les tests. On n'a plus besoin forcément d'aller les former ou de les faire un renforcement de capacité avant qu'ils n'acquissent comme cela se doit. Je voudrais revenir sur le cas du Chinois dont il a parlé tout à l'heure. En octobre dernier, j'ai lu dans les journaux, j'ai eu la chance de voir un point de presse de deux ministres, le ministre de l'Environnement actuel et le ministre de l'Intérieur, et qui condamnait avec dernière rigueur l'acte qu'a commis les trafiquants interpellés en octobre dernier, et qui disait qu'il faut qu'ils soient punis réellement. Mais dans la même année passée, il y a eu quelqu'un qui s'est volatilisé et qui a été condamné. C'est pas si un temps un manga derrière a été décédé comme sa personne, mais qui est toujours dans la nature. Mais si ces produits ont été arrêtés à l'aéroport, mais son passeport est où? Est-ce qu'avec son passeport, on ne peut pas le retrouver pour qu'il va répondre de fait là chez nous? Mais il ne va quand même pas quitter chez lui là-bas et venir détruire nos animaux ici et prendre l'argent pour pas les faire, je ne sais quoi. Le pangolin joue un grand rôle dans notre pays, dans notre sous-région, parlant de la régulation des populations de fourmis et des termites. Et lui seul voulait voyager sur le territoire. Il a voyagé, il voulait voyager avec 513 kg. Voilà, donc quand j'entends parfois qu'il est condamné, il s'est flaqué dans la nature, je dis, mais excusez-moi, où sont les formes de sécurité publique? Son passeport est passé par où?
la procédure a évolué comment pour qu'on en soit là aujourd'hui. Mais dans le cas pareil, la justice devrait faire quoi Par rapport à ce dossier, je ne saurais évoluer parce que je ne maîtrise pas trop comment les choses se sont passées. C'est à la justice de répondre à ce genre de questions. Ce que je peux dire, c'est que j'aurais appris que la personne a été condamnée et son passeport serait gardé à la PJ. Maintenant, où est-ce que la personne même se trouve actuellement, comment le dossier a évolué juste là, je ne sais pas, mais c'est vraiment grave, comme le disait Patrice tout à l'heure. Vous savez, les Chinois, les Asiatiques de façon générale, ce sont eux qui sont les consommateurs, c'est eux qui sont à la base de la destruction de nos réserves. Vous voyez, on va pas ici mettre le procès. Non, c'est sur les sites. Le Japon, quand vous n'allez parler de baleine, par exemple, vous allez parler du Japon. Oui, c'est connu de tout le monde, c'est pas un secret. C'est connu de tout le monde, c'est connu de tout le monde. Vous allez sur le site de VVF, par exemple, vous allez sur le site de IFAO, des institutions internationales qui travaillent sur la problématique, vous allez voir. Les pays consommateurs de ces produits et qui sont à la base de la destruction, sont plus la plupart des pays asiatiques. Vous prenez par exemple le cas dont parle M. Patrice. Vous savez, pour avoir 1 kilogramme d'écailles de pangolin, il faut tuer 3 espèces, si c'est des juvéniles, si c'est des petits, 2 espèces, si c'est des grosses espèces, 2 individus, si c'est des grosses espèces. Voilà. Mais dans le cas d'espèces, il a été arrêté en possession de plus de 500 kilogrammes. Faites un peu le calcul pour voir le nombre. Voilà, c'est du massacre, c'est un désastre écologique. Celui-là ne doit pas être en principe dans la nature. Je ne sais pas comment la justice a travaillé pour qu'il soit dans la nature. Cette personne, en principe, ne devait même pas être relâchée. Voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est des choses à dénoncer avec la dernière rigueur parce que c'est ceux qui sont à la base. Si ceux-là, parce que eux, les Chinois dont nous parlons là, ils ne vont pas dans les réserves. Ce sont nos frères. Les braconniers, j'allais dire, parce que vous savez, les Chinois de cette trempe-là sont des trafiquants majeurs dans notre jargon. Vous voyez, et les braconniers sont les mains en brousse de ces Chinois. Si les trafiquants, ces Chinois continuent de vendre, de couler, de continuer comme ça, à subir ces gens de, comment on appelle, continuent à être volatilisés dans la nature, ils vont toujours continuer. Et nos frères qui sont dans les villages, les braconniers, comme on le dit, ce sont eux qui vont payer les frais. C'est les mineurs. Vous voyez, c'est des mineurs. Peut-être que lui, combien on lui a donné maintenant? Alors que c'est des millions que lui va gagner. Si ça passait, c'est des millions qu'il va gagner à l'extérieur. Mais peut-être il a donné 5 000 à 10 000 à nos frères qui sont au village. Et peut-être que lui, il a été déjà arrêté. Ceux qui sont dans quand on est face à des situations pareilles, et qu'en début de ce débat, vous avez reconnu des avancées qui ont été réalisées, mais est-ce que ça, c'est Patrice Oglo? Oui, quand on est en face de situations comme ça, et puis au même moment, on parle d'avancées, on est où justement? Non, mais on comprend qu'on n'est plus à l'étape 0. La situation a évolué, mais il y a encore des efforts à faire. Sinon, comment comprendre ce que tu as des choses là? 513 kg à raisonner. Il a été pris, relâché, son passeport passé par où et il ne fait rien. Je suis sûr, si c'est son business, je parie qu'il est encore dedans. C'est vrai que quand on parle généralement de ceux dont vous faites allusion, il y a un autre dossier sur, mais ça c'est pas la criminalité phonique, l'autre dossier sur la rivière Clou avec une usine plantée par... vous comprenez, c'est comme si c'est... Oui, mais tout ça porte en torche à notre environnement. En fait... Nous n'avons pas... L'environnement n'a pas besoin forcément de nous. Sans les hommes, l'environnement se porterait mieux. Tout à fait. Mais nous, hommes, nous avons forcément besoin de l'environnement pour y vivre. Des arbres pour respirer de l'air. Ici, nous respirons ici, comment vous appelez ça? Les purs. Les purs travaillés. Mais dans la nature, il y a de l'air pur. Mais si chaque fois il y a des effets d'industriels installés pêle-mêle qui affectent la nappe phréatique aussi, ça n'a pas de frontières. Bon, on me dira que l'eau est traitée entre griffes. Je ne veux pas faire ce débat ici, mais si la nappe phréatique est affectée, ça affecte non seulement ceux qui boivent,
Une parenthèse, c'est vrai qu'on n'a plus les flux que nous consommons, l'évolution de tout ça là. Donc, je voudrais dire qu'une chose est certaine, on n'est plus à l'étape 0. Ça a évolué. Mais où précisément, il faudrait vraiment diagnostiquer pour savoir l'évolution exacte de d'où nous sommes actuellement. Et cependant, comprendre que chaque élément, chaque acteur de la lutte contre les crimes environnementaux a encore des efforts à faire. Sans quoi, à un moment donné, on va commencer par régresser et chuter, pourquoi pas. Donc nous n'allons pas chuter, nous devons faire des efforts pour avancer. Maintenant, ces efforts, c'est pour les animaux. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos brousses, dans nos formations végétales, dans les parcs, les animaux en sécurité se sentent-ils en sécurité? À ce niveau, il faut remarquer que African Park est en train de faire un travail louable. Je ne fais pas de publicité. Quand African était... Bon, vous venez quand même déjà... Mais c'est des constats, vous pouvez aller sur le terrain. Ah oui, c'est la règle. Ouais. Vous savez, récemment, du côté de Arli c'est du côté du Burkina, un peu du côté du Burkina, il y a eu des échanges de tirs entre braconniers et les forces de l'ordre. Les forestiers burkinabés. Il y a même un qui a perdu l'âme, qui a rendu l'âme, j'allais dire. Et ça a fait que les forestiers ont abandonné le parc. Je parle bien du Burkina, côté Burkina, je ne parle pas du Bénin. C'est pour vous dire que les menaces sont toujours là. Vous voyez? Les animaux ne sont pas en sécurité. Mais de notre côté, du côté du Bénin, African Park est en train de sécuriser complètement le parc. N'eût été leur présence, ces braconniers, lourdement armés, j'allais dire, seraient rentrés dans nos parcs, dans nos réserves et abattre les espèces. Mais actuellement, il y a les rangers qui sont là, qui sécurisent le parc, notre parc, de jour comme de nuit. Donc, on peut dire que les animaux, nos espèces sont en sécurité. Mais on ne devrait pas aller nous coucher pour vous dire que, au fait, il y a beaucoup de choses, il reste encore beaucoup de choses à faire. Tant qu'il reste à faire, on dit rien n'est fait. Donc nous devons encore multiplier les efforts. Féliciter African Park, mais féliciter aussi le gouvernement pour sa partition dans l'installation de African Park qui fait un travail louable sur le terrain. Féliciter aussi les éléments des eaux et forêts qui travaillent inlassablement sur le terrain du côté du parc W pour protéger ces réserves, pour protéger ces espèces. Voilà ce Maître Songo, je sais que vous travaillez beaucoup dans le domaine en tant que journaliste, vous faites beaucoup de production. Mais il y a une question qui revient souvent. Pourquoi tuer l'animal? Je pense que ceux qui... Quand on parle de camp de l'éléphant, on va parler de l'ivoire. Oui. En fait, ils sont à la recherche du gain facile. Ils sont à la recherche du gain facile parce que celui qui a un kilomètre d'ivoire à Cotonou ici, c'est environ 200 000 francs CFA. Et quand il sort d'ici, il réussit à l'amener ailleurs, il peut le vendre à 600, 700 000 voire plus. Vous voyez que c'est du gain facile. Et quand un éléphant est abattu, ça dépend de son âge, du niveau de ses défenses, il peut avoir jusqu'à 20 au-delà de kilogrammes. Vous voyez ce que ça fait? Donc c'est la recherche du gain facile qui amène nos frères là, je dis, qui ont perdu leur conscience, à agir de la sorte. Et non seulement les éléphants. Mais c'est que l'éléphant, on va te dire que c'est que l'éléphant, c'est un animal. Nous avons une loi. Nous avons une loi qui protège intégralement. On dit nul n'a le droit de toucher cet animal. Si on se retrouve avec 0,001 kg, vous voyez comme le 0 j'ai aligné, tu es en infraction. Et tu dois répondre de ça. Mais quand circule avec des kilogrammes comme si rien n'était. Je voudrais passer par là pour dire un bravo à nos forces de sécurité publique qui ont fait qui ont quand même donné en 2018 là pour mettre la main sur beaucoup parmi eux. Tout à l'heure mon collègue a rappelé c'est quelque chose sur ce plan là et ils devront redoubler de vigilance encore en 2019 pour qu'on avance. Parce que tout ce qui passe par le Bénin, aujourd'hui le Bénin a sécurisé ces parcs, a sécurisé le parc Mandiari où il y a encore beaucoup de ces espèces-là. Mais il y a la sous-région. Le Bénin parfois est un pays de transit. Ça quitte peut-être les pays limitrophes pour passer par le port, l'aéroport, comme c'était le cas en mars dernier. Voilà. Donc, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'une action régionale. Je voudrais les inviter encore à être plus vigilants sur le terrain, que le gouvernement leur donne beaucoup de matériel sophistiqué pour qu'ils puissent quand même, puisque quelqu'un a dit tout à l'heure, les Africains sont lourdement armés.
sais pas si vous voyez ce que je dis. Lourdement armés. Ça veut dire qu'ils ont des armes sophistiquées. Mais est-ce que ceux qui sont censés protéger ces animaux-là sont outillés au même degré que les adversaires? Là, il y a un problème qui se pose. Donc, il faut inviter aussi le gouvernement. Oui, mais quand on voit des braconniers lourdement armés, c'est vrai que les gens disent souvent que quand on prend par exemple le commerce de l'ivoire, que ça nourrit le terrorisme et tout. Oui, là vous n'avez pas menti. Vous savez, il y a un rapport étroit entre le trafic d'espèces sauvages et la criminalité. Et la criminalité phonique occupe le 4e rang aujourd'hui après les crimes liés à la drogue, trafic humain, trafic d'âmes. Lorsque vous voyez, par exemple, je vais parler du Bénin, vous voyez, lorsque vous voulez avoir de l'ivoire aujourd'hui et vous allez au nord, ce qu'ils vont vous dire, les braconniers, c'est de leur fournir des armes. Donnez-nous des armes. Et ce n'est pas avec des armes de fabrication artisanale qu'on abat un éléphant, c'est des armes du guet. Et on leur fournit des armes, c'est-à-dire ces trafiquants majeurs leur fournissent des armes et c'est avec ces armes qu'ils vont aller abattre ces espèces. Ce sont ces mêmes armes qui servent pour des braquages sur les voies inter-États. Donc le trafic d'espèces sauvages occasionne la multiplication, la prolifération des armes dans la sous-région et ça pose un véritable problème d'insécurité. Voilà l'une aussi des raisons pour lesquelles nos dirigeants doivent prendre le problème à bras le corps pour sécuriser, pour mieux lutter, pour bien lutter contre ce mal. Parce que la sécurité humaine, comme les gens le disent, coûte vraiment. Il faut que les gens soient là, soient en vie pour contribuer au développement de leur pays. Vous savez, dans les autres pays de l'Afrique centrale et autres, le trafic d'espèces sauvages constitue une véritable source d'alimentation de ces réseaux criminels. Vous voyez par exemple les Djendjaoui, et les Boko Haram et autres. C'est avec le trafic d'espèces sauvages qui financent leurs activités. Monsieur Patrice a dit tout à l'heure que le kilogramme d'ivoire au Bénin dans la sous-région tourne autour de 250 000. Mais lorsque vous allez à l'extérieur, le coût est doublé ou triplé. Et les rebelles, ces trafiquants et ces terroristes sont en contact avec ces espèces dans la nature. Les rebelles, leur habitat, c'est la flore. Ils sont dans les forêts, en contact avec ces espèces et ils n'hésitent pas à tirer à bout portant sur ces espèces, les tuer, envoyer et commercialiser à l'extérieur. Envoyer ces trophées-là, ces ivoires, dans les conteneurs et envoyer ça à l'extérieur. Et au retour, ces conteneurs sont remplis d'armes pour semer la zizanie, la terreur dans la sous-région. Le Bénin n'a pas encore connu ces cas. Mais vous voyez ce qui se passe au Burkina. Je viens de vous dire que le parc Arli, de l'autre côté de Burkina, est actuellement abandonné par les forestiers parce que les trafiquants qu'ils ont en face sont lourdement armés. On n'aimerait pas que ça arrive au Bénin. C'est pour ça que nous devons prendre les dispositions pour sécuriser nos frontières, sécuriser nos parcs pour que tout le monde puisse porter bien. Mais dans cette lutte aujourd'hui, quand on prend les populations à la base, les pêcheurs, surtout des pêcheurs, les chasseurs généralement, qui peuvent se reconvertir rapidement en braconniers et autres, là, est-ce que le message passe aujourd'hui? Le message passe beaucoup. J'ai appris que African Park, dans la zone là-bas, fait un travail par rapport à ça, c'est-à-dire sensibiliser les gens. Et il y a même, j'aurais appris qu'il y a des projets, des programmes qui œuvrent pour qu'ils se reconvertissent dans d'autres activités. Ça voudra dire qu'ils sont sensibilisés et ils savent qu'il y a des zones qui ne doivent pas pénétrer pour les chasses. Je sais que dans les localités là-bas, ils ont des chasses liées à leur culture. Je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Ils font ça une fois l'an. J'aurais appris il y a un an, un peu plus, ça a failli dégénérer entre les chasseurs traditionnels là et ceux qui surveillent le parc. Et après ça, ils savent que la zone est délimitée. Ils peuvent faire le chasse traditionnel, mais il y a des zones il y a des étapes à ne pas franchir. Ça voudra dire qu'ils comprennent, et ils sont sensibilisés et ils savent mieux. Et quand je viens dans les villes, dans les grandes villes du Bénin, il y a beaucoup de journaux qui écrivent
beaucoup de radios et télévisions qui donnent des informations par rapport à ça. Et il y a beaucoup de choses qui passent aussi par les réseaux sociaux, WhatsApp et consorts. Ça voudra dire que il y a beaucoup de Béninois qui sont informés et qui savent qu'il y a des espèces qu'on ne doit pas toucher. Il y en a d'autres qu'on peut abattre librement. Et si quelqu'un élève de la viande, c'est pas pour nourrir son restaurant, on ne peut pas lui en vouloir. Mais par contre, on ne peut pas aller chercher la viande d'éléphant. Si j'aimerais apprendre que tu es vendeur de viande d'éléphant, je me mets rapidement à tes trousses. Parce que tu es en infraction à ce moment-là. Alors, pour finir, parce qu'on n'a plus que quelques minutes, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, 2019, pour multiplier, pour rester dans cette même logique, la progression dans les actions? La première des actions, il faut que les magistrats soient formés et spécialisés en la matière. Et ça, c'est l'État qui doit s'en charger. Sur tous les cieux, c'est comme ça se passe. Les tribunaux même sont créés, ne serait-ce que pour les questions environnementales. On aimerait qu'on en arrive là. Les magistrats doivent être formés, spécialisés en la matière, renforcer les capacités, au fur et à mesure, vulgariser les tests, harmoniser les tests, parce qu'il y a beaucoup de tests qui encadrent aujourd'hui l'environnement de façon générale. Il faudrait qu'on arrive à un code de l'environnement pour mieux apprécier, pour mieux lutter contre ces genres d'infractions. Et au niveau des populations riveraines, comme le disait Patrice, on doit continuer la sensibilisation. La sensibilisation doit être notre première lutte parce qu'il n'y a que au niveau des villages, il y a certaines personnes qui ne sont pas informés, ils sont ignorants. Ils sont ignorants, ils ne savent pas qu'il y a des tests qui protègent ces infractions. Donc, il faut continuer la sensibilisation. Et maintenant, les trafiquants, bon, on ne sensibilise pas un trafiquant, hein, lui, c'est... Il faut les arrêter, il faut les punir. Et là, maintenant, je reviens au magistrat. Malgré les dispositions qui sont mises en place, lorsqu'il y a des trafiquants qui tombent dedans, il faut qu'on les censure avec la dernière rigueur. Mais vous oubliez aussi la presse. Monsieur Soglou? Non, la presse fait un travail énorme. Et je voudrais, pour revenir à votre question, qu'il faut accentuer l'éducation environnementale. Parce que éduquer les enfants d'aujourd'hui, c'est avoir d'assurance pour demain. Et il faut que tous les acteurs, les activistes surtout, à tous les niveaux, retrouvent les manches. Sinon, on n'est plus à l'étape zéro, mais si on ne fait rien, par la suite, on va chuter. Merci à vous, Patrice Soglou, journaliste, environnementaliste. En face de vous, c'était Benjamin Dabetor, juriste environnementaliste. La préoccupation abordée, c'est le bilan, la lutte contre la criminalité phonique. En année 2018, on comprend aisément qu'il y a beaucoup de progression. Faites beaucoup d'efforts, que ce soit de la part des ONG, que ce soit de la part de la justice, mais également de l'État central. Mais il faut continuer, il faut multiplier ces efforts pour décourager les braconniers pour une meilleure protection des espèces, surtout celles en voie de disparition, parce qu'il y a des tests qui protègent ces espèces. Il y en a qui sont partiellement protégées ou intégralement protégées et qu'on ne doit pas toucher. Il faut respecter les tests pour le bien de l'environnement en général. C'était le décryptage.